Simone de Beauvoir, mémoire d'une jeune fille rangée. Je suis née à 4 heures du matin, le 9 janvier 1908, dans une chambre aux meubles laqués de blanc qui donnait sur le boulevard Raspail. Sur les photos de famille prises l'été suivant, on voit de jeunes dames en robe longue, au chapeau empanaché de plumes d'autruche, des messieurs coiffés de canotiers et de Panama qui sourient à un bébé. Ce sont mes parents, mon grand-père, des oncles, des tantes, et c'est moi. Mon père avait 30 ans, ma mère 21, et j'étais leur premier enfant. Je tourne une page de l'album. Maman tient dans ses bras un bébé qui n'est pas moi. Je porte une jupe plissée, un béret. J'ai 2 ans et demi, et ma sœur vient de naître. J'en fus, paraît-il, jalouse, mais pendant peu de temps. Aussi loin que je me souvienne, j'étais fière d'être l'aînée, la première. Déguisée en chaperon rouge, portant dans mon panier galettes et pots de beurre, je me sentais plus intéressante qu'un nourrisson cloué dans son berceau. J'avais une petite sœur. Ce poupon ne m'avait pas. De mes premières années, je ne retrouve guère qu'une impression confuse. Quelque chose de rouge et de noir et de chaud. L'appartement était rouge, rouge la moquette, la salle à manger Henri II, la soie gaufrée qui masquait les portes vitrées, et, dans le cabinet de papa, les rideaux de velours. Les meubles de cet antre sacré étaient en poirier noirci. Je me blottissais dans la niche creusée sous le bureau, je m'enroulais dans les ténèbres. Il faisait sombre, il faisait chaud et le rouge de la moquette criait dans mes yeux. Ainsi se passa toute ma petite enfance. Je regardais, je palpais, j'apprenais le monde, à l'abri. C'est à Louise que j'ai dû la sécurité quotidienne. Elle m'habillait le matin, me déshabillait le soir et dormait dans la même chambre que moi. Jeune, sans beauté, sans mystère puisqu'elle n'existait, du moins je le croyais, que pour veiller sur ma sœur et sur moi. Elle n'élevait jamais la voix, jamais elle ne me grondait sans raison. Son regard tranquille me protégeait pendant que je faisais des pâtés au Luxembourg, pendant que je berçais ma poupée blondine, descendue du ciel une nuit de Noël avec la malle qui contenait son trousseau. Au soir tombant, elle s'asseyait à côté de moi et me montrait des images en me racontant des histoires. Sa présence m'était aussi nécessaire et me paraissait aussi naturelle que celle du sol sous mes pieds. Ma mère, plus lointaine et plus capricieuse, m'inspirait des sentiments amoureux. Je m'installais sur ses genoux, dans la douceur parfumée de ses bras, je couvrais de baisers sa peau de jeune femme. Elle apparaissait parfois la nuit, près de mon lit, belle comme une image, dans sa robe de verdure mousseuse ornée d'une fleur mauve, dans sa scintillante robe de jais noir. Quand elle était fâchée, elle me faisait les gros yeux. Je redoutais cet éclair orageux qui enlaidissait son visage. J'avais besoin de son sourire. Quant à mon père, je le voyais peu. Il partait chaque matin pour le palais, portant sous son bras une serviette pleine de choses intouchables qu'on appelait des dossiers. Il n'avait ni barbe ni moustache, ses yeux étaient bleus et gais. Quand il rentrait le soir, il apportait à maman des violettes de Parme, ils s'embrassaient et riaient. Papa riait aussi avec moi, il me faisait chanter. C'est une auto grise, où elle avait une jambe de bois. Il m'ébahissait en cueillant au bout de mon nez des pièces de 100 sous. Il m'amusait et j'étais contente quand il s'occupait de moi. Mais il n'avait pas dans ma vie de rôle bien défini. La principale fonction de Louise et de maman, c'était de me nourrir. Leur tâche n'était pas toujours facile. Par ma bouche, le monde entrait en moi plus intimement que par mes yeux et mes mains. Je ne l'acceptais pas tout entier. La fadeur des crèmes de blé vert, des bouilles d'avoine, des panades m'arrachaient des larmes. L'onctuosité des graines, le mystère gluant des coquillages me révoltaient. Sanglots, cris, vomissements. Mes répugnances étaient si obstinées qu'on renonça à les combattre.
En revanche, je profitais passionnément du privilège de l'enfance pour qui la beauté, le luxe, le bonheur sont des choses qui se mangent. Devant les confiseries de la rue Vavin, je me pétrifiais, fascinée par l'éclat lumineux des fruits confits, le sourd chatoiement des pâtes de fruits, la floraison bigarrée des bonbons acidulés. Vert, rouge, orange, violet, je convoitais les couleurs elles-mêmes autant que le plaisir qu'elles me promettaient. J'avais souvent la chance que mon admiration s'achevât en jouissance. Maman concassait des pralines dans un mortier, elle mélangeait à une crème jaune la poudre grenue. Le rose des bonbons se dégradait en nuances exquises. Je plongeais ma cuillère dans un coucher de soleil. Les soirs où mes parents recevaient, les glaces du salon multipliaient les feux d'un lustre de cristal. Maman s'asseyait devant le piano à queue. Une dame vêtue de tulle jouait du violon et un cousin du violoncelle. Je faisais craquer entre mes dents la carapace d'un fruit déguisé. Une bulle de lumière éclatait contre mon palais avec un goût de cassis ou d'ananas. Je possédais toutes les couleurs et toutes les flammes, les écharpes de gaze, les diamants, les dentelles. Je possédais toute la fête. Les paradis où coule le lait et le miel ne m'ont jamais alléché, mais j'enviais à dame Tartine sa chambre à coucher en échaudée. Cet univers que nous habitons, s'il était tout entier comestible, quelle prise nous aurions sur lui. Adulte, j'aurais voulu brouter les amandiers en fleurs, mordre dans les pralines du couchant. Contre le ciel de New York, les enseignes au néon semblaient des friandises géantes, et je me suis sentie frustrée. Manger n'était pas seulement une exploration et une conquête, mais le plus sérieux de mes devoirs. Une cuillère pour maman, une pour bonne maman. Si tu ne manges pas, tu ne grandiras pas. On m'adossait au mur du vestibule, on traçait au ras de ma tête un trait que l'on confrontait avec un trait plus ancien. J'avais gagné 2 ou 3 centimètres, on me félicitait et je me rengorgeais. Parfois pourtant je prenais peur. Le soleil caressait le parquet ciré et les meubles en laquais blanc. Je regardais le fauteuil de maman et je pensais « Je ne pourrais plus m'asseoir sur ses genoux. » Soudain, l'avenir existait. Il me changerait en une autre qui dirait « moi » et ne serait plus moi. J'ai pressenti tous les sevrages, les reniements, les abandons et la succession de mes morts. Une cuillère pour bon papa. Je mangeais pourtant et j'étais fière de grandir. Je ne souhaitais pas demeurer à jamais un bébé. Il faut que j'aie vécu ce conflit avec intensité pour me rappeler si minutieusement l'album où Louise me lisait l'histoire de Charlotte. Un matin, Charlotte trouvait sur une chaise au chevet de son lit un œuf en sucre rose, presque aussi grand qu'elle. Moi aussi, il me fascinait. Il était le ventre et le berceau, et pourtant on pouvait le croquer. Refusant toute autre nourriture, Charlotte rapetissait de jour en jour. Elle devenait minuscule. Elle manquait se noyer dans une casserole. La cuisinière la jetait par mégarde dans la caisse à ordures. Un rat l'emportait. On la sauvait. Effrayée, repentante, Charlotte se gavait si gloutonnement qu'elle enflait comme une baudruche. Sa mère conduisait chez le médecin un monstre ballonné. Je contemplais avec une sage appétence les images illustrant le régime prescrit par le docteur. Une tasse de chocolat, un œuf à la coque, une côtelette dorée. Charlotte retrouvait ses dimensions normales et j'émergeais, saine et sauve, de l'aventure qui m'avait tour à tour réduite en fœtus et changée en matrone. Je continuais à grandir et je me savais condamnée à l'exil. Je cherchais du secours dans mon image. Le matin, Louise enroulait mes cheveux autour d'un bâton et je regardais avec satisfaction dans la glace mon visage encadré d'anglaise. Les brunes aux yeux bleus ne sont pas, m'avait-on dit, une espèce commune, et déjà j'avais appris à tenir pour précieuses les choses rares. Je me plaisais et je cherchais à plaire. Les amis de mes parents encourageaient ma vanité. Ils me flattaient poliment, me cajolaient.
Je me caressais aux fourrures, au corsage, sanité des femmes. Je respectais davantage les hommes, leurs moustaches, leur odeur de tabac, leur voix grave, leurs bras qui me soulevaient du sol. Je tenais particulièrement à les intéresser. Je bêtifiais, je m'agitais, guettant le mot qui m'arracherait à mes limbes et qui me ferait exister dans leur monde à eux pour de bon.